il y a eu de nouveaux documents déclassifiés sur cette histoire d'Obamagate. Et je vais vous dire un truc, même pour nous, moi, en regardant toutes ces choses-là, alors qu'on a parlé de ces sujets-là un million de fois, ça me fait bizarre de voir ces choses-là abordées par le gouvernement américain, tu vois. Ça semble trop gros. C'est très étrange de ne pas s'être planté, tu vois. Et maintenant, de voir ces choses réalisées, ça fait quand même bizarre, même si on les savait, parce que c'est énorme. Alors, allons voir de quoi il s'agit. Premièrement, CrowdStrike. On a eu des informations concernant CrowdStrike. Alors, Rudy avait fait un excellent travail avec la série d'évolution. Et dans cet épisode, Rudy? Alors, dans cet épisode, on parle de CrowdStrike. Alors, CrowdStrike, c'est une compagnie qui a été mouillée dans les histoires de piratage du serveur du serveur du Parti démocrate, lié à l'assassinat de Seth Rich, à Julian Assange et à toutes ces affaires. Donc tout ça, c'est couvert dans la dévolution, dans cet épisode de la dévolution, où on vous montre un petit peu qui sont les acteurs de cette enquête et à quel point tout ceci est assez consanguin et néfaste, parce qu'en fait les gens qui ont créé CrowdStrike sont des anciens très haut placés du FBI, qui ont fait des rapports qui disaient tiens, Trump, collision avec la Russie, etc., etc. Donc il y a un côté vraiment conflit d'intérêts qui est très 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 prégnant ici, et ces gens-là mettent les mains dans tous les sujets deep state, on va dire, hein, et notamment les sujets de machines de vote, des comptes des votes, sécurité électorale et tout ça. Donc à l'époque, on avait fait ce travail-là, et il se trouve que CrowdStrike vient dans l'information aujourd'hui, des histoires de documents déclassifiés, pour un autre sujet en fait qu'on n'avait pas abordé dans cette pilule rouge, mais qui est lié à tout le reste. Donc est-ce que je continue ou tu veux le faire? Juste rappelle-moi, CrowdStrike, exactement, ils font quoi? Du consulting, pour... Non, c'est une boîte de technologie. Donc c'était eux qui avaient fait les analyses sur le piratage du truc là, du hack du serveur, ouais, du serveur là, qui en fait était pas un hack par les Russes comme ça avait été annoncé, mais probablement a été volé par un type qui travaillait là-bas, qui était Seth Rich, qui a été assassiné par la suite. Derrière, ils ont été, comme je te dis, très fortement impliqués dans les histoires de processus électoral. Donc c'est tout ce qui est technologie, serveur, infrastructure et d'État et des choses comme ça. Informatique, ouais. D'accord. Ouais. Après, dans le détail, je vous invite à la voir, la pilule rouge, parce que moi je l'ai revue il y a pas longtemps, il y a longtemps celle-là, donc elle est plus tout à fait fraîche encore dans ma tête. Mais voilà. Là, par rapport à ce qui vient de sortir, il y a le post de Green Lives Matter qui décrit tout à la perfection. Donc, je me suis dit, pourquoi réinventer le feu? En gros, des documents récemment déclassifiés, cette semaine, prouvent que Hillary Clinton a concocté le canular de la collusion de Trump avec la Russie et que CrowdStrike devait servir de porte-parole aux médias en l'absence de preuves réelles. Donc, dans ce cas précis, cette histoire de collusion avec la Russie, etc., elle vient de CrowdStrike. Okay? Ils ont été utilisés comme source pour affirmer des choses parce qu'ils n'avaient pas de preuves, en fait. Ouais, comme garantie de fiabilité, quoi, c'est ça, vu qu'ils sont experts. En gros, même apporter des éléments. Hein. Vas-y, Rudy. La manière dont moi je vois les choses, c'est que quand tu as besoin d'une armée, genre des gens qui vont aller taper, faire du remous, brûler des voitures et des choses comme ça. Si c'est aux États-Unis, t'envoies Antifa. Si c'est au Moyen-Orient, t'envoies ISIS. Si jamais t'as besoin de faire des sales coups en termes de droits et compagnie, t'as Perkinskoy, qui est une des entreprises dont on a parlé aussi. Et si t'as besoin de faire des saletés qui sont reliées aux infrastructures informatiques et des choses comme ça, c'est CrowdStrike que t'envoies. Donc c'est un des prestataires mercenaires non militaires du Deep State aux États-Unis. Et donc voilà, quoi, ils ont besoin de faire croire les élections s'est bien passé, t'envoies CrowdStrike qui dit les élections sont bien passées. On a des preuves de la collusion avec la Russie. D'ailleurs, j'ai une belle vidéo de Adam Schiff aussi qui dit ça les yeux dans les yeux à la caméra, elle va mal vieillir celle-là. Ouais. Mais voilà, en gros c'est ça. Et là on a une vidéo du PDG de CrowdStrike à l'époque mentir directement à la caméra affirmant que la Russie était responsable de la fuite interne du DNC. C'est ce même CrowdStrike qui nous a dit que le serveur du DNC, donc Democratic National Convention, donc c'est la convention du Parti démocrate, lié à Seth Rich, avait été piraté par les Russes. C'est eux la source. Mais selon ces documents, ils savaient que la Russie n'avait pas piraté l'élection.
De plus, il s'agit d'un ancien directeur adjoint du FBI. Donc, ce mec-là qui est en train de mentir et qui est directeur de CrowdStrike était directeur adjoint du FBI avant. Et pire que ça, il était le bras droit quand il était directeur adjoint du FBI. Le directeur du FBI, c'était le type qui a fait l'enquête sur la collision avec la Russie. Donc Mueller, si je dis pas de bêtises, encore une fois, tout ça c'est détaillé dans le lien orange là qu'on vous a mis tout à l'heure. Ouais, là. Alors, c'est là où ça devient piquant. Ok. Dans l'email qui a été déclassifié et qui est à l'origine de tout ça, donc c'est celui-là qu'on va aborder un peu plus tard pour d'autres raisons. Dans cet email, il a écrit « Hillary Clinton a approuvé l'idée de Julia sur le fait que Trump et les hackers russes entravent les élections américaines. En l'absence de preuves directes, CrowdStrike et Threat Connect fourniront les médias. » Ça, c'est dans l'email. Alors, Julia, c'est Julian Smith. Merci à... Je ne veux pas dire son nom parce qu'il va rester anonyme, mais merci à toi, tu te reconnaîtras. J'ai réussi à faire quelque chose avec. Alors, Julian Smith est une conseillère en politique étrangère et une ancienne diplomate américaine qui a occupé le poste de représentant permanent des États-Unis auprès de l'OTAN dans l'administration Biden de 21 à 24. Et avant, elle était conseillère adjointe à la sécurité nationale auprès du vice-président Biden dans l'administration Obama. Donc, Julia tu coupes était... beaucoup, Léo. Comment? Tu as des coupures de réseau, ou alors c'est moi, l'un de nous deux. Non, c'est toi, c'était chez toi. C'est moi, pense bon, que c'est c'est toi, moi. ouais. Ok. Donc, Julian Smith était avec l'OTAN. Okay? C'est intéressant. Lorsque Trump a souligné le fait qu'il y avait des serveurs cachés de CrowdStrike en Ukraine, ils avaient essayé de le destituer pour cela. Toutes les pièces du puzzle s'ajoutent les unes aux autres. Mais quand on saurons-nous plus sur Seth Rich, dont Julian Assange a insinué qu'il était la source, ce n'étaient pas les Russes. Ils ont menti sur absolument tout et tout est lié dans un complot littéral, meurtrier et de trahison comme nous n'en avons jamais vu de nos jours. Et là, on parle uniquement de CrowdStrike et de son implication. C'était ceux qui allaient fournir les preuves. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, tous ces éléments-là ont formé le fameux Obamagate qui est à l'origine d'un grand bordel que nous sommes depuis. Vous allez comprendre pourquoi. Je continue. Il y en a qui ne se souviennent pas, mais je crois que c'est bon de rappeler qui est Seth Rich. Seth Rich, c'était un mec qui était dans le Parti démocrate, un activiste, il m'a même travaillé pour eux. Mais à un moment donné, il est tombé sur les emails de Hillary Clinton et il a vu des choses qui l'ont tellement choqué des dents qu'il a dit c'est pas possible, il faut que je les fasse. Faut que ça se sache. Et il les a confiés à Julian Assange. Voilà, Julian Assange. Donc il les aurait. Et après, il a été retrouvé assassiné. Ouais. Ouais. Donc vraisemblablement par des des membres du gang du MS-13. Donc ouais. Donc moi, le seul truc que je veux dire, c'est que en fait, il y a un sujet pour l'instant qui est sur la table encore, pas plus que ce qu'il devrait être, et c'est le sujet de la fraude électorale qui... Ma boule de cristal n'est pas géniale, mais j'ai l'impression que ça devrait bientôt être le tour de la fraude électorale de venir vraiment sur la table. Donc, on va voir. Tout est lié en fait. Tout est lié et on est en train de voir comment ces choses-là se lient. Donc, c'est... CrowdStrike qui était impliqué à d'autres sales boulots, tu vois, maintenant est impliqué à ça. Mais le truc avec la fraude électorale que je trouve important, c'est que bon là, ça reste des sujets qui sont très américains. Ah ok, Obama il a trahi. Ah ok, il était méchant. Ah ils ont voulu truquer l'élection. Ils ont menti. Ils ont dit que c'était les Russes. Trump, Obama, Hillary Clinton. Toi, tu vois ça depuis la France, depuis la Suisse, depuis la Belgique. Tu te dis bon, c'est super intéressant, mais ça nous concerne pas directement. Le jour où c'est la fraude électorale, on a les mêmes machines de vote dans nos démocraties occidentales. Chaque fois qu'on dit je veux dire, il y a des trucs bizarres quand même dans les élections qui se passent, on te dit mais non, théorie du complot, tout est sécurisé et tout ça. Quand un pays comme les États-Unis, il va être avéré et ce sera avéré que en fait ils ont triché comme des porcs en 2020 pour faire gagner Biden, bah là ça va avoir un impact direct sur toutes les démocraties occidentales avec tous les guillemets que vous voulez mettre derrière quoi. Donc
c'est à ce titre-là que j'attends que Mais justement, c'est pour ça que ce soir c'est important, parce que on va voir que ces déclassifications montrent que les forces qui étaient derrière la guerre contre Trump sont les mêmes derrière la guerre contre nous aussi. Exactement. Donc, du coup, le complot devient mondialisé. Et donc là, on a cette espèce de face cachée. Ouais. Réel, mais aussi globalisé. Et on a cette face cachée du mondialisme, en fait, qui va s'exprimer. C'est super intéressant. Une petite parenthèse, en fait, ce document-là qui a été déclassifié récemment, Kash Patel s'est exprimé là-dessus en disant, ouais, en fait, on l'a trouvé dans un sac poubelle qui traînait dans un skiff. Un skiff, c'est des espèces de chambres hyper sécurisées dans lesquelles tu es supposé consulter des documents. Genre, t'as pas le droit de prendre des notes, t'as pas le droit de les sortir, t'es sûr que tu te fais pas espionner, tout ça. Il a dit, ouais, en fait, t'étais dans un sac poubelle, dans un skiff. Ce qui fait aucun sens, en fait, parce que bon, des gens se sont exprimés là-dessus. Mais en gros, il y a des processus de destruction des documents. T'as pas un sac poubelle avec un document comme ça qui reste pendant 3 ans dans une pièce comme ça, sans que personne s'en rende compte. Et donc, bon, là, il nous bullshit pour dire, c'est pour ça qu'on vous l'a pas sorti avant, donc c'est un mensonge, mais bon, tout le monde voit très clair en ce mensonge. Et il a dit, il y avait beaucoup d'autres documents dans le même sac poubelle. Et je pense que c'est ça la partie importante de l'information. Donc, on verra. Le sac poubelle le plus important de l'histoire. Maintenant, on va parler du complexe militaro-industriel, parce que ces documents parlent de ça aussi. Dans cette vidéo, que je n'ai pas traduit, mais que je vous ai mis le lien si vous cliquez à l'image. Ok, c'est la vidéo de Mike Benz pour ceux qui parlent anglais, mais sinon je vous ai fait un résumé. Mike Benz, ancien fonctionnaire de l'administration Trump, notamment dans la sécurité informatique, évoque un des documents déclassifiés cette semaine, datant de juillet 2016, qui révèle un plan visant à présenter l'élection de 2016 comme une menace pour les infrastructures critiques. Ce qui, selon lui, a été utilisé pour justifier une censure gouvernementale étendue des médias sociaux, sous couvert de protéger les élections contre la désinformation. Cette stratégie, qui visait initialement à influencer la perception du public pendant les élections, s'est transformée en un appareil de censure plus large qui a eu un impact non seulement sur les élections de 2020, mais aussi sur le discours autour du Covid-19, modifiant fondamentalement le contrôle de l'information aux États-Unis. Donc ça veut dire Obamagate a permis de mettre en place la machine de censure qui a été utilisée pour combattre ceux qui se questionnaient sur le Covid. Vous comprenez comment tout est lié, comment ça sent mauvais cette histoire de très loin? Alors, petit point de détail intéressant, comme je vous ai dit, j'ai regardé les épisodes de Dévolution et dans le deuxième, je crois que je mentionne ce point-là. Et effectivement, le fait de mettre les infrastructures électorales dans les infrastructures du pays, c'est genre la dernière décision qu'il a prise Obama avant de quitter son poste. C'est-à-dire quand ils avaient déjà perdu l'élection, quand Hillary avait déjà perdu, en gros, il y avait une nécessité de dire, bon, on va mettre les élections dans les infrastructures critiques. Du coup, on peut prendre tout un tas de mesures exceptionnelles, vu que ce sont des infrastructures critiques, comme celles qui sont mentionnées là. CTIL, littéralement, les fichiers CTIL, on avait abordé, on avait fait 2 vidéos sur ce sujet de plus d'1 heure chaque. Cyber Threat Intelligence League. Tu te rappelles? Et en fait, c'est dans la cybersécurité, la sécurité informatique, qu'ils ont ajouté tout ce protocole de censure. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que la désinformation peut pirater le cerveau. Voilà. C'est un piratage. Et donc, du coup, les mêmes règles qui se pratiquent sur la sécurité informatique doivent s'appliquer pour les gens. D'où le fait que la machine de la censure s'est retrouvée dans le domaine de l'informatique, tu vois. On avait parlé de ça, on avait 2 épisodes dessus. La désignation. Oui, vas-y, Nico. On peut, en fait, objectivement, on peut comprendre la logique, mais à partir de là, ça veut dire que notre libre arbitre, il est entre les mains de ceux qui décident, de ceux qui fait partie de libre arbitre. Et ceux qui est censé être exclu tout simplement des manières de penser. C'est pour ta propre sécurité, c'est pour ton propre bien. Voyons. C'est toujours ça. La désignation d'infrastructures critiques appliquée aux élections de 6 janvier 2017, le 6 janvier 2017, par le ministère de la Sécurité intérieure, a permis la surveillance fédérale des processus électoraux au niveau des États, malgré l'opposition des 50 États.
Donc, ils ont utilisé ça pour manipuler les élections en plus. Cette décision, qui a coïncidé avec le lancement du récit de Russiagate, donc collusion avec la Russie, blablabla, a fourni un prétexte juridique à la censure, permettant à des agences comme le DHS, donc le Department of Homeland Security ou la Sécurité nationale, la CIA et le FBI, ainsi que leurs ONG partenaires, d'étouffer les voix dissidentes en les présentant comme des menaces pour la sécurité nationale, contournant ainsi les protections du premier amendement. Est-ce que vous commencez à voir pourquoi la sortie de ces documents va faire du bruit en France aussi inévitablement? Parce que toutes ces machines-là qui ont été utilisées, créées aux États-Unis, etc., elles ont été utilisées en Europe aussi. Elles ont été utilisées dans tout l'Occident. On a eu les mêmes machines de censure presque dans tout le monde, en fait. Donc, ce n'est pas qu'une histoire qui concerne les États-Unis. Tu vois? L'analyse de M. Benz suggère que cette infrastructure de censure, construite sur la fausse prémisse de l'ingérence russe, n'était pas seulement une réponse à des menaces perçues, mais une stratégie délibérée pour contrôler la narration et supprimer l'opposition, avec des implications significatives pour le processus démocratique. L'implication des personnalités comme Hillary Clinton, John Brennan et James Comey, ainsi que d'organisations liées à George Soros, témoignent d'un effort coordonné qui, selon M. Benz, était connu comme un État sans fondement par des acteurs clés de la communauté du renseignement, mais qui a été poursuivi pour maintenir le pouvoir et l'influence sur le discours public. Donc, la fausse histoire de la collusion Trump-Poutine était la base légale pour l'installation du complexe militaro-industriel de la censure. Les répercussions de cette information sont hallucinantes. Tout était un mensonge. Maintenant, rappelons-nous que c'est à partir de ce moment-là que la Russie est devenue aussi dangereuse et transformée en bouc émissaire pour le narratif mainstream qui continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Portal Combat, la fausse attestation, je ne sais pas quoi, leur fausse étude à la con qui finalement venait du Pentagone, et disant que c'est les Russes qui ont piraté alors que c'était des Européens ou des gens de l'OTAN. Enfin, je ne me rappelle plus trop de l'histoire, mais en tout cas, c'était rien à voir avec la Russie, tu vois, Portal Combat. Allez voir la vidéo qu'on avait fait sur le sujet. C'était les Russes, c'était la faute des Russes, tu vois. En gros, à chaque fois, vous entendez, oui, mais c'est la faute des Russes, c'est à cause des Russes. Même Nord Stream 1 et 2, ils disaient c'est la faute des Russes, même si ça allait contre leurs intérêts. Je veux dire, cette idée de bouc émissaire, tout est à cause des Russes, c'est devenu une blague, en fait. Mais est-ce que vous voyez que nous, on se l'est bouffé ça? Vous voyez d'où ça vient? Ça vient des États-Unis. C'est pour ça qu'on dit parler de la France, ça ne sert à rien. Parce que la France, elle est sous les ordres des États-Unis. C'est aussi simple que ça. C'est là-bas que ça se passe. Si on voit ce qui se passe là-bas, on saura ce qui va se passer ici aussi. Ouais. D'ailleurs, vous avez vu cette... non, continuons. J'ai pas envie de dévier. Ouais. Merci. Et du coup, on a aussi ces 3 vidéos. Complexe industriel de la censure, framework disarm et lumière sur les outils de travail des désinformateurs. Où on a montré justement ce système qui a commencé à se créer en 2017. Et on a montré tous les outils et tout, comment ça s'est mis en place. Vous avez ces épisodes-là et je vais les ajouter plus tard où je vais les partager. C'est aussi les épisodes CTIL. Si vous allez sur le site ADNM, vous allez ici dans le moteur de recherche là à droite et vous tapez CTIL. Voilà. Vous avez les 3 résultats en premier. Allez les regarder, ce sont des vidéos très pertinentes en fait. Elles t'expliquent toute cette histoire de censure et comment la cybersécurité a été utilisée pour ça. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. L'idée derrière tout ça, l'idée était de lier Trump et Poutine et de parler de hacking des élections US et de Julian. Hillary Clinton l'a validé. C'était pour détourner l'attention des emails disparus d'Hillary, expliqué ici par le même Leonard Bernardo de Open Society de Soros. Donc Soros était au courant du complot au moment des faits.
Donc, on va lire cet email pour voir qu'est-ce qu'un gars de Soros écrivait à cette époque-là. OK? Bonjour. Il dit, Hillary Clinton a approuvé l'idée de Julia, donc Julia, c'est la nana de l'OTAN qu'on a vu tout à l'heure, concernant Trump et les hackers russes qui perturberaient les élections américaines. Donc Hillary Clinton a approuvé le truc. OK? Cela devrait détourner l'attention du public de son propre problème d'email manquant, surtout si l'affaire prend une ampleur olympique. L'objectif est de faire de l'affaire russe un problème intérieur américain. Dit quelque chose comme une menace pour les infrastructures critiques, afin que l'élection semble menacée, puisqu'à la fois le président et le vice-président ont reconnu le fait que la communauté du renseignement accélérerait les recherches de preuves qui sont malheureusement encore indisponibles. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce qui est écrit là? On va inventer une affaire, on trouvera les preuves derrière. Quoi. C'est ça. C'est intéressant. Mais en plus, c'est un mec de Open Society qui est au courant de tout ce qui se passe avec Hillary, Obama et tout ça. Tu vas tranquille. Sur une histoire de complot. Il continue. Cependant, il semble y avoir des signes d'une pénétration de GRU, donc c'est le renseignement militaire russe. Ils paraissent à peine compétents, des idiots incompétents et maladroits comme quelqu'un les a appelés. En l'absence de preuves directes, CrowdStrike et ThreatConnect fourniront les informations aux médias et le GRU continuera, espérons-le, à fournir plus de faits. Donc si vous n'avez pas de preuves, CrowdStrike et ThreatConnect vont vous donner des preuves, okay, en espérant que les Russes vont commettre une erreur et nous donner des raisons de les accuser. En attendant, allez-y, lancez l'offensive contre Trump. Quoi. Stupide. Et c'est un mec de Soros, Open Society Foundation, tu vois, qui écrit ce genre de choses. On n'avait pas de preuves qui impliquaient Soros à ce point jusqu'à présent. On n'avait pas vu. Tu vois, mais là, l'application... Mais c'est clairement... je veux dire... Nous, on a parlé comme ça, tu vois, que les ONG ils participaient au renversement de gouvernements partout dans le monde, etc. Tu vois, et il y a genre, non, mais en fait, ils soutiennent juste les mouvements qui vont dans la direction de démocratie, etc. Là, c'est au sein des États-Unis eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font de l'ingérence au sein de leur propre État. Enfin, de leur propre État. Disons que l'État par lequel ils étaient surtout soutenus partout ailleurs dans le monde, quoi. Ouais. Donc... Et Rudy, tu as des éléments à ajouter ou je passe à la suite, mon King Ball? C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, excusez-moi parce que ma connexion Internet n'a pas l'air terrible ce soir, donc peut-être que je vais me reconnecter un peu là, au cours de l'émission. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, la vignette dit tout en fait. Complot, en gros. C'est-à-dire qu'on a une bande de type même pas élu, Hillary Clinton n'était rien du tout à l'époque, des types des organisations philanthropiques évidemment de Soros, quelques membres de la communauté du renseignement dont on connaît même pas le nom, qui sont là et qui sont au-dessus des lois en vertu d'un certain nombre de processus dont on a abondamment parlé depuis quelques mois. En fait, ce sont eux qui décident de ce qu'on a le droit d'entendre, pas le droit d'entendre, de qui va être élu, qui va pas être élu. On n'a pas besoin de preuves. La vérité, c'est pas important. En gros, ce sont les fabricants de vérité, en fait. Les fabricants de vérité. Et ce sont les fabricants aussi du problème qui était à l'origine de la mise en place de ce système. Donc, ça va aussi dans le sens de ce que les complotistes disent, c'est qu'ils fabriquent le problème pour que la solution devienne inévitable. Et le problème, c'est eux qui l'ont créé et par la suite, la solution paraissait logique, mais le problème n'existait pas. C'est eux qui l'ont créé. Et il y a quand même un élément qui est important à signaler. Alors, je sais, parce que tu nous as vite fait un petit tour de l'article tout à l'heure, là, qu'on va parler un petit peu plus loin de Mockingbird. Alors là, comme je suis en train de faire mon espèce de récapitulatif, Mockingbird, vous savez, c'est en gros la CIA qui dit aux journalistes qu'est-ce qu'ils sont supposés dire. Donc, on en parle un peu plus tard dans l'émission. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les gens qui te traitent de complotiste et qui te disent « Ah non, c'est pas vrai, complotiste, théorie du complot, ça n'existe pas, tu n'as pas de preuves » et des choses comme ça. Pour un très grand nombre d'entre eux, on va peut-être pas tous les mettre dans le même panier, mais pour un très grand nombre d'entre eux, ce sont des gens qui sont justement payés par ce système
pour avoir utilité de globules blancs et de système immunitaire du système, pour que chaque fois qu'il y a une voix dissidente qui s'exprime, elle soit étouffée dans l'œuf avec des procédés qu'on connaît. Hein. Alors on va penser Rudy Reichstadt, Tristan Mendez, Julien Pain et toute la clique. Puis même, ça c'est pour les chasseurs de complotistes, mais même les journalistes qui ont pignon sur rue, là je pense à comment il s'appelle, Cohen. Les décodeurs, William Orduro. Ouais, les William Orduro, mais voilà. bon, eux c'est des pions là, mais même les gros là comme... C'est quoi son prénom à Cohen, là, le journaliste? Thomas Huchon. Patrick Cohen. Patrick Cohen ou Barbe Rouge, là, comme écharpe rouge, là, comment il s'appelle lui? Christophe Barbier. Voilà, tous ces gens-là, en fait, c'est avéré maintenant, et ça va être avéré un peu plus tard dans l'émission, qu'en fait, ces gens-là sont pas du tout payés pour faire de l'information, ils sont payés pour que le narratif officiel qu'ils ont reçu dans leur boîte mail ce matin, survive et pour étouffer toutes les voix dissidentes et pour dire la vérité, c'est ça la vérité. Donc voilà, que ces clowns-là me disent il y a pas de complotité, il y a pas de complot, t'es un complotiste, tu n'as pas d'esprit critique et tout ça. Finalement, c'est très très cohérent et ça en dit beaucoup plus long sur eux que sur nous, même les fois où on a pu se tromper, les fois où on a pu dire des bêtises. Donc voilà, c'est un petit peu remettre l'église au milieu du village, là, comme on dit, pour voir un petit peu qui se situe où sur cet échiquier-là informationnel, que ce soit aux États-Unis ou même en France. Justement, tu as fait une super introduction pour le prochain sujet parce que on va parler de Mockingbird maintenant. Alors, on ne va pas en reparler encore comme on a fait d'habitude où on expliquait en détail blablabla. Mais en gros, Rudy vient de l'expliquer, c'est un projet de la CIA qui a commencé dans les années 47-48. Même époque que le document NSC 10/2 qu'on avait pu voir dans la série Révélation. Et en fait, c'était de la même façon que la CIA a reçu l'autorité de pouvoir infiltrer d'autres pays pour mettre en place des présidents qui allaient dans le sens des États-Unis, ingérence étrangère en utilisant la mafia, en utilisant les religions, en utilisant l'influence politique, la corruption, etc., et en ayant le gouvernement américain qui couvre toutes ces opérations avec l'histoire du déni plausible. Donc, le gouvernement américain était obligé de nier à chaque fois. Et même époque, ils ont lancé aussi l'opération Mockingbird qui était justement un projet qui permettait à tous les médias de chanter la même chanson. Et cette chanson était écrite par la CIA. Et ça permettait à la CIA de mener leurs opérations secrètes tout en disant au public regardez là-bas, pendant que la CIA allait faire les trucs là-bas. Mockingbird, c'est ancien. Mockingbird, ça implique les journalistes, ça implique Hollywood, ça implique l'industrie musicale, ça implique le milieu même télévisé, journaliste, machin, ça implique les sports. Voilà, ça implique les réseaux sociaux, évidemment. Et donc, c'est un énorme truc. Et à quoi ça ressemble exactement comme c'est fait? Ça ressemble à ça. On a 2 extraits qui resteront historiques parce qu'on le voit bien. Écoutez, ce qui est important, c'est de voir que les journalistes disent tous la même chose. C'est en anglais, ce n'est pas sous-titré, mais vous allez comprendre. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, les phrases qu'ils disent, là, ce n'est pas des phrases qui racontent n'importe quoi. On dirait, c'est le même texte qu'ils lisent et qu'ils les racontaient de bouches différentes. Et ils lisent tous un même texte sur tous ces différents médias, qu'ils soient de gauche ou de droite. Communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about trouble and trying to get responsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms, etc. Il y a juste la fin. extremely dangerous. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 This is extremely dangerous.
Vous voulez Comme un ça autre fait- exemple? Ça concerne Poutine. Attends, juste, je le mets. Vas-y. This was never about NATO. It was never about NATO. Let's be honest. This doesn't have anything to do with NATO. Nothing to do with NATO at all. Yeah, he's claiming it's like security purposes, but we can see the clear reason. But NATO is not the reason. This is not about NATO expansion. This is about the democratic expansion. Ukraine bans religion. Blablabla. Donc, ce n'est pas l'expansion de l'OTAN. Une même phrase que tous les journalistes avaient lu aussi sur un autre sujet. Donc, juste ce entre projet... parenthèses, aujourd'hui, ça c'est très 2020, ça comme vidéo, ce qu'on voit là, ou 2017, je sais pas. Aujourd'hui, sur les réseaux 2017. sociaux, les influenceurs, c'est exactement la même chose. Alors, je te parle pas des influenceurs de la sphère du complotisme, j'ai pas envie que je pointe personne du doigt qui fait un petit peu les mêmes sujets que nous. Mais dans les influenceurs vraiment mainstream, bah, c'est exactement ça, tu vois. Il y a eu des tas d'exemples d'influenceurs qui te disent au mot près la même phrase, qui te développent la même rhétorique, le même narratif. T'en as eu aussi comme Thibaut InShape, il y a eu une histoire avec le gouvernement. Je sais pas quoi, il était carrément payé par le gouvernement. Ah ben bien sûr, ils sont payés. Alors, ces gens-là sont payés. Je me rappelle plus comment c'était organisé le truc, mais il y avait une histoire comme ça. L'État allait voir les influenceurs pour leur dire ouais, participez à notre campagne, machin. Là. Donc ça, c'est ferme de bots. Qu'on se prend pas en procès, parce que j'ai pas entendu cette histoire. Je fact-check. Je vais essayer. Je sais même pas qui c'est, moi, Thibaut InShape, donc excusez-moi, mais c'est un type qui fait des miches. Un truc comme ça. Ouais. Bref, donc ce projet. Oui, tu voulais dire, Rudy. C'est bon? Donc non, je voulais dire que d'un côté les influenceurs, de l'autre côté les fermes à bots et toutes les intelligences artificielles avec qui on se base sur Internet, il reste plus grand chose d'authentique en fait sur les réseaux sociaux. Donc encore ce sujet qui revient sur la table. Voilà. Et ce projet, le projet Mockingbird, considéré encore comme une folie complotiste par le narratif mainstream, semble être bien réel et visiblement toujours en cours. Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national américain, confirme que l'opération Mockingbird est toujours en cours au sein de la CIA et elle tente activement d'y mettre fin. Tulsi Gabbard, elle voudrait arrêter cette opération. Ça risque de faire bizarre, les gars, si l'opération l'arrête, parce qu'on n'a pas connu les médias autrement. On n'a jamais connu les médias autrement. C'est bizarre pour eux, surtout, quoi. T'imagines un peu, ils doivent se mettre à bosser, à faire des enquêtes. C'est littéralement, c'est ça le fameux journalisme copier-coller. C'est de là qu'ils trouvent ses origines dans Mockingbird. C'est pour ça qu'ils ne se font pas chier à écrire autre chose, parce qu'ils savent, soit ils disent le mainstream, soit ils sont injectés. Alors, Tulsi déclare que des agents du renseignement de l'État profond collaborent toujours activement avec des médias de gauche pour attaquer le président Trump de l'intérieur. Il y a des gens dans la communauté du renseignement qui pensaient que leur volonté est plus importante que celle du peuple américain. Ils instrumentalisent leur renseignement en le divulguant à leurs amis dans les médias avec l'intention de saper l'agenda du président Trump. L'opération Mockingbird était un programme de la CIA visant à influencer les médias américains pour façonner l'opinion publique. Déclassifié en 1977 grâce à des demandes FOIA, donc Freedom of Information Act, et détaillé dans un rapport du Congrès, il impliquait l'infiltration de rédactions, la publication d'articles orientés et le recrutement de journalistes, certains en connaissance de cause, d'autres non, dans des médias majeurs comme The New York Times, Time et CBS. Donc là, l'illusion dans laquelle on vivait. L'illusion, t'imagines? En 77, il a été déclassifié, le truc. Ça veut dire qu'il avait au moins 50 ans, donc c'est faux. Les gens n'ont jamais été libres, en fait, de penser. Parce qu'à une époque, il y a cette époque, en plus, il n'y avait pas Internet. Donc, du coup, de l'instant où tu avais la télé, la radio, etc., c'est bon. Voilà. Mais les gars, je vais vous dire, je vais vous choquer avec ce que je vais dire là, mais est-ce que vous comprenez les implications de ça sur la démocratie et à quel point ce genre de choses révèle que la démocratie, c'est peut-être la pire des idées pour diriger un système? La démocratie, ce que je veux dire, c'est que là, il faut remettre les mots dans le bon sens. Le système qu'on a là, on a collé dessus l'étiquette démocratie, mais c'est pas une démocratie. La démocratie avec un peuple mal informé, on a déjà connu ça, ça s'appelait le nazisme, machin. Et à l'époque, ils voulaient leur liberté, ils se battaient pour leur liberté, etc., etc. Hitler leur a fait croire qu'ils étaient en danger. Il a permis, il a eu la validation du peuple, en fait. C'est en gros la démocratie, c'est que le peuple prend la responsabilité des actes commis de leurs élites.
finalement. Mais Parce que c'est les élites qui décident. Ouais. Mais c'est ce que je voulais te dire, c'est que ça, c'est la démocratie représentative, qui n'est pas du tout la même chose que la démocratie. Bon, t'as des gens comme Étienne Chouard, notamment, qui se battent bec et ongle là-dessus. Et toi, qui vis en Suisse, tu sais que la démocratie fonctionne quand même vachement moins mal en Suisse que ce qu'elle peut fonctionner dans les pays en France, puisque les Suisses ont déjà, les dirigeants suisses ont des pouvoirs qui sont beaucoup plus dilués. Sur un petit pays comme la Suisse, tu me dis si je dis une bêtise, mais je crois qu'il y a 7 chefs d'État. Et en plus, on leur demande régulièrement d'aller s'exprimer sur des questions précises par des référendums. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'augmentation de l'âge de la retraite? Référendums qui sont proposés par les gens, d'ailleurs. En plus, c'est donc référendum d'initiative citoyenne. Donc, je veux dire, ce système, on peut probablement faire un sujet là-dessus pour dire qu'il est peut-être pas parfait aussi, mais il est quand même nettement meilleur que celui qu'on a chez nous, quoi. Ouais. Ah oui, mais justement, mais si tu veux, la démocratie en France, c'était aussi comme ça avant. C'était pas exactement organisé de la même façon, mais c'était le pouvoir du peuple, blablabla. Sauf que on a mal informé le peuple et on a pu l'envoyer vers sa propre chute. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ce que j'essaie de dire, c'est que dans un monde où tu réalises que la télé se fout de ta gueule, la radio se fout de ta gueule, Internet se fout de ta gueule, comment tu veux? L'école se fout de ta gueule, la médecine se fout de ta gueule, tout se fout de ta gueule. Comment veux-tu t'éduquer pour être capable de former une population éduquée pour qu'elle puisse savoir la responsabilité qu'elle porte sur ses épaules et la conséquence de ses choix? Et surtout d'être capable de s'organiser alors que tout est là pour la diviser. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sujet, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Après, le truc, c'est que est-ce que ce serait le rôle justement de l'État? Est-ce que c'est pas genre un aveu de faiblesse de la part du citoyen de laisser à l'État le rôle de t'éduquer, de te former, de te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Est-ce que ce serait pas justement un rôle plutôt qui devrait être dévolu aux parents? Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, c'est juste, je ne compte pas à l'envie de l'homme d'aujourd'hui de vouloir s'éduquer. Je ne compte pas sur ça. Je ne crois pas que c'est voilà. Tu sais, de toute manière, l'État, le pouvoir et le peuple ont des intérêts qui sont fondamentalement opposés. C'est ça qu'il faut comprendre. Le truc pour l'État, pour le pouvoir, c'est de faire comprendre au peuple, c'est qu'ici il les suit, il recevra des bénéfices. Tu iras à l'école, tu obtiendras un poste, donc du coup tu auras de l'argent, tu construiras une maison, tes enfants seront garantis, ils iront à l'université, ça ira de mieux en mieux, machin, etc. Tu seras adapté à vivre dans le monde qu'ils ont construit, quoi. Exactement. Et quelque part, si jamais tu as toujours été récompensé, etc., qu'est-ce qui peut te faire croire que cette chose est hostile pour toi après, au définitive? C'est cette chose qui est le pouvoir. Attends, on a vu, tu dis récompense très justement, tu as raison, mais c'est récompense qui reste seulement si tu restes dans le narratif et l'histoire globale, parce que regarde le professeur Montagnier, comment ils l'ont sali, ces connards. Pardon, excusez-moi mais ils l'ont sali, le mec prix Nobel, dans le domaine, il disait « Oh non, c'est complotiste, c'est pas bien », tu vois. Donc, ça veut dire que ces prix que tu reçois et ces choses-là restent seulement si tu restes adapté. Si tu changes, ça t'est retiré. Tu vois, c'est... Alors ça, oui. Alors après, la Montagnier, tu prends un des éléments qui était public, c'est-à-dire un des experts, un des gens qui étaient devant la caméra, et pour les gens qui étaient derrière la caméra, le Covid, c'est aussi le moment où on a beaucoup pris conscience que les récompenses, on n'y était plus, quoi. Tu restes chez toi, tu fermes ta gueule, tu te fais piquer, sinon tu peux plus rien faire de ta vie. Je veux emmerder les Français, il disait l'autre. Et donc là, pour quand même, puisque le sujet est ouvert, quand tu dis, Nico, que le pouvoir et le peuple ont des intérêts fondamentalement différents, c'est vrai, à partir du moment où le pouvoir et le peuple sont des éléments disjoints. T'as les quelques élites qui vont arriver au sommet de l'État et qui vont se renvoyer la balle, une fois c'est toi, une fois c'est moi, histoire de donner l'illusion qu'on a une espèce de choix là-dedans. Maintenant, la notion du tirage au sort fait partie intégrante du processus de la démocratie telle que défendue par quelqu'un comme Étienne Chouard. Et dans ces cas-là, si t'es tiré au sort et que tu te dis, pendant 2 ans, tu vas faire partie du pouvoir, mais après, de toute façon, tu n'en feras plus partie, là, t'as tout intérêt à défendre les intérêts des tiens, c'est-à-dire les intérêts du peuple, plutôt que les intérêts d'une caste dans laquelle tu vas pas pouvoir faire partie. Donc, c'est tout un débat plus complexe que ça, en fait, quoi. J'aimerais emmener, on avait presque réussi une fois d'avoir Étienne Chouard, on avait discuté brièvement avec lui, mais j'aimerais, parce que plus ça va, plus je me renseigne sur la nature du problème que l'humanité est en train de confronter,
plus je réalise que ce genre de choses comme la démocratie participative ou représentative ou directe ou le BRIC ou le RIC ou le MIC, je sais pas quoi, toutes ces choses-là, elles ne fonctionnent pas dans une humanité qui a chuté et qui continue sa chute. Tant que la chute continue, ces choses-là, elles ne feront que servir la chute et rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'aimerais bien discuter, du coup, si on pouvait organiser ça. C'est des choses qu'on pourra voir à partir de septembre. Justement, moi je voulais finir mon propos. Donc ils ont des intérêts opposés. Au début, l'État était récompense, il t'a fait la belle vie. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le but de l'État, c'est de préserver le pouvoir et de préserver donc les moyens du pouvoir, c'est les moyens, l'argent. Si tu commences à distribuer trop à tout le monde, à un moment donné, ces gens-là, ils auront trop de pouvoir. Donc la méthode d'action, elle change. La méthode d'action, c'est de te rendre de plus en plus con. Tu vois? Donc, le principe, c'est de t'éduquer de moins en moins pour que tu puisses pas. Pour que tu puisses pas réfléchir différemment, pour que tu n'aies pas les outils mentaux pour réfléchir différemment de ce qui t'est proposé. Ce n'est pas l'État qui bloque la richesse individuelle, ce sont les riches qui contrôlent l'État qui bloquent la concurrence. Et en utilisant l'État comme outil pour le faire. Oui, bien sûr. Derrière, mais la conclusion à laquelle Nicolas arrive, à savoir que, ce que je veux dire, c'est que tu pointes à très juste titre la chute de l'homme mais cette chute de l'homme a été précipitée quand même par un État qui avait tout intérêt à ce qu'on soit débile. Qui a tout intérêt à nous parler des 36 ans à l'école. Moi, je te dirais plutôt que... Non, moi, je te dirais, tu sais, on a parlé la dernière fois de ces pasteurs qui te promettent la lune est merveille, je sais pas quoi, qui, en fait, ils sont pas forcément les manipulateurs, ils sont plutôt le jugement de ceux qui cherchent des réponses faciles, ok? Et c'est la même chose pour l'État. On a l'État qu'on mérite. C'est-à-dire, l'État, il est à l'image de sa population. C'est juste qu'il est tellement plus facile pour nous de pointer du doigt la force en face que de regarder de notre côté. Excuse-moi, la population, elle a montré en 2020 à quel point elle peut être déconnectée de façon dangereuse. Tu vois? Bien sûr. Oui, donc, ça, c'est vrai. Moi, je pense que les Français sont représentés par le leader qui les représente. Après, c'est un déni de dire qu'en fait, non, nous, on est parfait et que les élites, elles sont corrompues. Non, on est aussi corrompus de façon différente. La seule raison, tu sais, Rudy, tu te rappelles du mec qui disait, non, mais toi, tu ne pêches pas, non pas parce que tu es fidèle ou je sais pas quoi, mais c'est parce que tu es moche. Ah oui. C'est la même chose. Toi, tu es sage dans la pauvreté parce que tu n'as pas les moyens. Mais donne les moyens, prends n'importe quelle personne, donne-lui l'argent et vois-le ce qui se passe après. Vois-le comment il va gérer ça. Et c'est là où tu verras. Ce que je veux dire, c'est que ça, en 2025, alors pour des raisons qu'elles soient informationnelles ou spirituelles, ou c'est juste parce qu'on est quand même profondément dans la merde à tous les niveaux dans un pays comme la France, c'est facile de s'en rendre compte. Mais si tu vas dans les années 70 et dans les années 80, il y avait la télé, elle disait la vérité, du coup c'était ta seule source d'information, du coup tu te prenais pas la tête parce que toi tu te dis bon ça va en fait, regarde on est les gentils, mais t'avais une population, t'avais une population qui allait bien et du coup il en avait rien à foutre de ce qui se passe dans le monde, il en avait rien à foutre des décisions politiques, rien à foutre de ces choses-là. Tu n'avais pas accès à cette information de ce qui se passe dans le monde à part ce qu'on te disait à la télé, des décisions politiques à part ce qu'on te disait à la télé. Donc ce que je veux dire c'est que le jugement il faut pas non plus qu'il soit trop difficile parce que moi dans les années 70 j'aurais certainement été avec la masse des gens qui disaient voilà TF1 c'est ça qui s'est passé, c'est bon je suis informé, je vais éteindre la télé quoi. Donc, il n'avait pas toute cette abondance d'informations. Écoute, moi, je pense que dire que c'est la faute des élites et blablabla du fait que je suis comme je suis, en fait, non. Pour moi, dire ce serait une excuse et une excuse très facile, tu vois. Donc, moi, je dis, j'ai ma responsabilité et je suis très, très, très loin d'être parfait. Okay? J'ai pu vivre une période où j'ai été confronté à des déceptions envers moi-même, tu vois, où il y avait des moments où j'avais pas certaines choses et quand je les ai eues, au lieu d'être reconnaissant, je voulais plus, tu vois. Et donc, c'est des leçons de la vie. Ce sont des choses comme ça. J'ai appris à me connaître et j'ai appris à connaître cette force à l'intérieur de nous. Et écoute, celle-ci, si on ne l'a pas confrontée, on ne sait pas. Tu donnes à un homme des gros muscles, crois-moi, il sera rarement un protecteur. La plupart du temps, il sera agresseur et il forcera sa façon de faire sur les moins musclés autour de lui.
Et cela se répercute aussi dans les finances, etc. Et c'est pour ça, c'est parce qu'on est une humanité arrogante et on croit que nous, on est bien, on est parfait, et que ce sont les autres à l'extérieur qui sont corrompus, que le monde, il n'avance pas, en fait. Pas seulement il n'avance pas, mais il recule. Et je suis d'accord sur ce coup-là avec toi, Léo, parce qu'au final, quand ils nous tiennent forcément par nos faiblesses. C'est-à-dire que par nos aspirations, par nos vices cachés. Je vais donner juste un exemple particulier, puisqu'on a parlé des manipulations, créer un problème pour trouver la solution. D'accord, ouais. Pour imposer une solution. Tu vois, il va y avoir Face ID vis-à-vis de l'Internet et ça va arriver. C'est la logique pure. Ils disent quoi? Les gamins ne sont pas censés voir du porno. D'accord, je suis d'accord. Tout le monde est d'accord avec cette histoire. Sauf que la France, là, récemment, elle avait prouvé qu'elle était capable de bloquer les gros sites, tous les sites porno, d'accord, sur les territoires français sans validation. Je sais pas comment ils ont fait. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de ça. Il y a juste si tu enlèves le porno de l'Internet ou tu bloques le porno de l'Internet, c'est bon. Le problème, il est réglé. Et le problème, il est réglé. Après, s'il faut passer par le hacking, etc., je comprends, etc., mais le gamin de 2 ans, 11 ans, et tu vois, c'est pas un expert hacker. Tu vois, pour aller faire accessible. Voilà, ouais. un deux clics, il peut pas le faire. Et moi, je dis justement, et c'est là, à travers nos vices, justement, ils nous briment nos libertés en utilisant nos propres vices. Et c'est le royaume de Salomon, les gars. Je vous ai dit tout à l'heure, 3e. Tu sais pourquoi on est lancé dans cette histoire de David, Salomon et tout ça? C'est parce que ni David ni Salomon est ce qu'on croit que c'est. OK? Et donc, on va parler de ça tout à l'heure, mais en gros, il est écrit que Salomon, il a construit son temple avec des démons. Okay, dans le testament de Salomon. Donc, c'est un testament que apparemment il n'est pas canonisé, blablabla. Mais c'est un testament, il existe, il est quelque part. Et ce qu'il raconte, c'est super intéressant, au point où j'ai décidé de le lire en entier plutôt que de me baser sur des interprétations d'autres. Et c'est exactement ce qu'il dit, en fait. C'est que Salomon, il a commencé à mettre les démons pour former un temple, c'est-à-dire il les a donné une certaine forme cohérente qui lui permettait de maintenir la paix. C'est-à-dire, il utilisait les faiblesses de son propre peuple contre lui-même, en fait. C'est ça, les démons, c'est ça, en fait. C'est les principes déchus. C'est exactement la même histoire qu'on vient de se raconter depuis 1 heure sous un angle spirituel. C'est quand même... c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait le saut, mais juste avant de faire le saut à l'autre sujet, on finit avec la conclusion. Peu importe, plan ou pas plan, puisqu'on a parlé la semaine dernière, le fait est que des révélations importantes sont en train d'avoir lieu en ce moment et semblent confirmer tout ce que nous avons vu ensemble depuis le début de nos émissions. Cela dit, comme toujours, l'objectif de tout ceci, c'est de réaliser l'importance de la souveraineté individuelle et de chercher à la récupérer avec la responsabilité que cela implique. Ce n'est pas une réponse agréable, certes, mais c'est la vérité. C'est important. Oui, Freddy. Sur ce que tu dis, ce n'est pas la souveraineté individuelle, ce n'est pas d'une réponse agréable, c'est la vérité. Je vais juste vous raconter ce qui m'est arrivé cette semaine. Donc, vous savez, j'ai déménagé. Il y a un petit village pas très loin de chez moi. J'ai été convié à une soirée. Un village de 80, il y avait 80 personnes qui étaient là. Et ils jouaient aux boules, et ils buvaient 1 ou 2 bières, et il y avait des enfants. Et puis, on a super bien mangé. Et j'ai rencontré des tas de gens super intéressants et des choses comme ça. Honnêtement, j'ai passé une des meilleures soirées que j'ai passées depuis très, très, très longtemps. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quitter les grandes villes, quitter les technologies, retrouver à une... Tu sais, j'avais l'impression que j'étais dans le banquet final des albums d'Astérix, quoi, tu vois. On était tous autour de la table, ça chantait, ça rigolait, on se marrait, c'était chouette, tout était bien. Et ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que ce soit pas une réponse agréable. Ça fait peur quand on est dans le confort de notre sécurité, Internet, biocode, genre empreinte digitale de partout. Mais je pense que cette vie-là, que nous, on vous propose d'aller et que nous, individuellement, nous 3, on aspire à s'en rapprocher, elle est tellement plus agréable, apaisée, apaisante, enrichissante que tout le reste, les réseaux sociaux et cette espèce de faux monde sur lequel on vous invite de plus en plus virulemment à vous séparer. Le faux monde. Tu as dit, tu parles du vrai monde et tu dis c'est beaucoup mieux que le faux monde. C'est clair. Voilà. Et ça m'a donné envie d'organiser un truc comme ça entre nous, en fait. Non, mais c'est clair. Une petite table ronde avec quelques personnes. Une moussaka, ça fait des siècles que j'ai pas eu droit à ça. Hein? Ouais, on a mangé une moussaka qui était trop bonne. Les gens en plus, qui moussaka se reconnaîtront. Ah, ouais, c'était trop bon.